Islamo-gauchisme, populisme, nouveau clivage gauche-droite, c'est un livre qui est déjà en librairie depuis quelques mois, mais nous en parlons aujourd'hui et nous en parlons longuement pendant 1h15 avec Philippe Fabry, historien des idées politiques et avocat, et puis Léo Portal, doctorant-chercheur en sciences politiques à l'Institut universitaire européen de Fiesole en Italie. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe Fabry et bonjour Léo Portal. Écoutez, j'ai reçu ce livre, Charles Gave m'en avait d'ailleurs parlé, et je l'ai lu, et il est passionnant, il est pas facile, il est d'une lecture... il faut s'appliquer, mais c'est très bien. Vous savez, les livres, on s'applique. Comme je vous ai dit, auditeur de Sud Radio, ce qui est très important, c'est ne pas avoir en permanence le nez sur le guidon et prendre du recul. Si on ne prend pas du recul, on ne comprend évidemment rien à ce qui se passe. Recul historique, recul géographique, recul conceptuel. Faut pas croire que tout est né dans la minute qui est là. On n'est pas une civilisation de bébés pilotes. On est une civilisation où on se hisse à chaque fois sur les épaules de nos prédécesseurs pour essayer d'aller peut-être pas plus loin, mais au moins dans la compréhension. Alors, islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. Philippe Fabry, en fait, vous parlez beaucoup de ce clivage, et on sait, on le dit du matin au soir, la France, mais pas seulement la France, n'a jamais été, ou en tout cas a été rarement aussi clivée. Et vous dites, c'est intéressant, que ces clivages-là, ils datent de bien longtemps. Expliquez. Oui, alors en fait, ce que nous disons dans ce livre, et on le montre sur la base d'un certain nombre d'exemples historiques, c'est que le clivage politique, c'est une réalité qui existe dans toute communauté politique constituée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une communauté politique relativement homogène, et ça naît à partir des cités-États de l'Antiquité grecque, on en parle également à Rome, et en Europe à partir du Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du moment où les États-nations commencent à apparaître, tout de suite il y a un clivage gauche-droite qui oppose... Tout de suite, dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire que dès qu'il y a une forme de débat politique, dès qu'il y a des intérêts politiques contradictoires, il y a un clivage, et ce clivage, il est essentiellement, c'est ce qu'on explique, entre les gens qui veulent que ça change et les gens qui veulent que ça reste comme c'est, en fait. Et aux extrêmes, c'est les gens qui veulent que ça reste comme c'était avant, même revenir à l'ancien temps, et c'est à l'extrême gauche, c'est ceux qui veulent tout changer. Donc, voilà, conservateurs progressistes. Voilà, conservateurs progressistes, et à l'extrême droite, les réactionnaires, plus que ou ultra-conservateurs, ce qui est le même sens. Oui, parce qu'il y a aussi les extrêmes. Voilà, c'est ça. Et les révolutionnaires à l'extrême gauche. C'est ça. Et ça touche absolument toutes les communautés. Et ce n'est pas une question d'idées. Les idées changent au fur et à mesure que l'histoire passe, parce que, tout simplement, comme ça se définit par rapport à un ordre établi, vu que l'ordre établi change, les gens qui veulent que ça change n'ont pas les mêmes idées que ceux d'avant. Puisqu'en général, ceux d'avant, une fois que ça a changé, ils se mettent à défendre l'ordre tel qu'il est. Voilà. Et vous dites, et vous en parlez dans votre livre, et c'est très intéressant, vous dites, on pousse, enfin les révolutionnaires ou les progressistes poussent les conservateurs, et c'est une espèce de pas de jeu de bonneteau, mais enfin de cercle, j'allais dire, vicieux. Alors pour la France seule, c'était une idée qui avait déjà été développée par un auteur du début du XXe siècle qui s'appelait Albert Thibaudet. Il appelait ça le sinistrisme, ou le mouvement sinistre-gire, c'est-à-dire la course vers la gauche. Et ce que nous montrons dans ce livre, c'est que d'une part, c'est en réalité universel, c'est-à-dire ce sinistrisme s'applique partout, et d'autre part, nous expliquons comment il fonctionne, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça fonctionne toujours dans ce sens-là. Alors on va en parler juste après les informations, avec Léo Portal également, qui est avec nous, le co-auteur de ce livre, encore une fois passionnant, parce qu'il va plus loin justement que l'actualité et la conjecture. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre les choses. Et pour aller plus loin, on vous pose cette question, y a-t-il encore un clivage gauche-droite? Peut-on encore parler de gauche-de-droite? Et comment définiriez-vous ces partis politiques, ou ces idées du moins? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous aurez la parole dans un quart d'heure. Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. Philippe Fabry et Léo Portal, dans ce livre passionnant, dans ce livre en tout cas qui interroge, dans ce livre qui stimule, donc à VA Édition. Léo Portal, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, on va peut-être revenir en France, mais c'est vrai que ça s'applique dans d'autres pays, ce clivage gauche-droite. Alors vous savez, on l'entend de plus en plus, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, que oui, mais ce clivage gauche-droite s'estompe complètement, ce clivage, oui, certes, il existe peut-être depuis l'Antiquité, depuis l'État-nation, mais est-ce vraiment un clivage gauche-droite quand on voit ce qui se passe notamment en France? Alors, certains vous disent, mais non, c'est les mondialistes,
et les souverainistes, les conservateurs, les progressistes, etc. On donne beaucoup de choses et surtout, vous entendez un certain nombre de candidats, Zemmour, pour ne pas le nommer, il n'est pas encore candidat, mais qui dit oui, aujourd'hui c'est l'alliance de la bourgeoisie patriote avec le peuple, etc. Alors ces notions aujourd'hui sont effectivement sur la marmite et ils bouillent. Et qu'en est-il exactement de cette notion de gauche et de droite? Parce que tout le monde se prétend ceci ou cela, et quand on creuse, c'est beaucoup plus vague que cela. Alors oui, alors tout d'abord merci pour l'invitation. Alors nous, ce qu'on montre, on montre un modèle qui effectivement est applicable. On l'applique à 8 sociétés, 2 antiques et 2 pays existants. Oui. Il montre que le clivage à chaque fois, en fait, se distribue normalement avec 2 tiers au centre, en fait, les conservateurs et les progressistes, et ensuite 2/6 aux extrêmes, c'est-à-dire des réactionnaires et des révolutionnaires. Donc bon, mais là, nous, ce qu'on montre, c'est que ce clivage-là, il va se former par rapport à l'ordre établi, c'est-à-dire qu'à l'extrême gauche vont naître des gens qui vont vouloir renverser ce système, à gauche vont être des progressistes qui vont vouloir le réformer, on va dire pacifiquement, mais qui vont quand même faire alliance avec l'extrême gauche, et en fait à droite, les conservateurs, eux aussi, ont des intérêts à défendre, et donc vont faire des alliances au centre, et les réactionnaires vont vouloir revenir en arrière. Mais c'est ça qui en fait fait voyager une idée de l'extrême gauche à l'extrême droite, soit à peu près un siècle. Alors Léo Portal, pour être très très précis, et on prend l'exemple de la France, il y a eu alliance entre extrêmes et progressistes avec le programme commun de Mitterrand. C'était bien ça, il s'était allié au Parti communiste, qui était à l'époque quand même classé en tout cas à l'extrême gauche, il était important, mais ça n'a pas été le cas à droite, où les conservateurs ont toujours refusé de faire alliance d'une manière que ce soit avec les réactionnaires, c'est-à-dire le Front ou le Rassemblement National. Dites-moi. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on montre, c'est que les idées vont dans un sens. Donc, effectivement, ce centre d'alliance va se passer surtout entre l'extrême gauche et la gauche, et ensuite entre la droite et la gauche. Après, je pense qu'on pourra aussi parler du phénomène populiste qu'on traite aussi dans le livre, où là, effectivement, c'est le moment où il peut y avoir une alliance des extrêmes. C'est l'arrivée au pouvoir des populistes par l'alliance des anticonformistes, c'est quelque chose qu'on traite dans le livre. Ou alors, il peut aussi y avoir une alliance, on va dire, entre l'extrême droite et la droite. C'est un peu ce qu'on a vu avec Trump aux États-Unis. Je pense aussi, pour revenir à ce que vous avez dit au tout début, ce qui est important de souligner, ce livre pose un certain nombre de questions, mais apporte des outils d'analyse sur le passé et le présent. Et pour revenir à ce que vous avez dit sur les idées, on parle de quelque chose qui s'appelle la variation de sens. C'est-à-dire qu'une idée, en fait, certains vont vous dire, vous savez, l'écologisme c'est de gauche, le nationalisme c'est de droite, etc., etc. En réalité, nous, ce qu'on montre, c'est qu'une idée, elle peut être de gauche et de droite, mais elle aura une coloration différente. Mais alors justement, parlons de cela. Mais est-ce que ça ne met pas, c'est l'intérêt de votre livre, effectivement, vous montrez que ce qu'on a étiqueté, en fait, vous faites, au bon sens du terme, valser les étiquettes telles qu'elles sont, effectivement, dans la doxa et le conformisme, ou en tout cas l'écume des choses. Mais à ce moment-là, justement, me revient la question, Philippe Fabry, mais qu'est-ce qui est de gauche et qu'est-ce qui est de droite? Est-ce que l'écologisme, vous le dites vous-même, enfin, dans votre livre, il y a des notions de retour à la terre, des racines qui sont essentiellement des idées conservatrices, et d'un autre côté on dit l'écologisme, on voit bien avec Jadot, et je ne parle même pas de Sandrine Rousseau, ça c'est de gauche. Et comment, effectivement, ça veut dire que dans votre livre on a l'impression, et c'est très intéressant, que au fond tout est possible, y compris que les extrêmes se touchent, et y compris que les conservateurs et les progressistes font des alliances, je ne dis pas contre nature, mais en fonction de quoi? Vous parlez de la nature, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, les idées, effectivement, ce qu'on distingue, c'est les idées et les sensibilités. Et ce que nous disons, c'est que le fait d'être de droite ou de gauche, c'est avant tout une sensibilité. C'est-à-dire, c'est le fait de
penser que les choses doivent plutôt changer pour s'améliorer, alors que... C'est ça la racine. Voilà, c'est ça la racine. Ceux qui pensent qu'il faut changer et d'autres qui disent qu'il faut conserver. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on peut dire finalement que le gauche est souvent la gauche, et sans que ce soit un jugement de valeur ni d'un côté ni de l'autre, que la gauche est plutôt le camp de l'optimisme, alors que dans la droite, il y a un peu le camp du pessimisme. C'est-à-dire à droite, on se dit que si les choses sont acquises telles qu'elles sont, ça marche à peu près, si on change, ça risque d'être pire, alors que l'homme de gauche pensera plutôt, ou la femme de gauche, pensera plutôt que si on change, ça sera forcément mieux. Donc ça, c'est véritablement la racine profonde. Et ce qu'on dit aussi, c'est que la plupart des idées qui sont défendues et qui voyagent en fonction de ce placement, ce sont en fait des rationalisations, c'est-à-dire des mots et des idées qu'on va mettre sur des sentiments qui sont beaucoup plus profonds. C'est, je crois, la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, l'écologie est essentiellement, paradoxalement, une préoccupation d'élite urbaine. Et d'ailleurs, on le voit dans les élections municipales. C'est assez peu un souci de France paysanne, l'écologie aujourd'hui, qui vote de manière assez largement conservatrice. Pourquoi ? Probablement parce que le fait de vivre dans des milieux qui sont extrêmement donc, urbanisés, bétonnés au milieu de la pollution, ça a tendance à développer plus chez les populations urbaines ce souci de l'écologie et cette peur que la nature disparaisse, alors que finalement les gens qui vivent au milieu de la nature ont généralement moins cette peur cheville au corps, ils se soucieront plus de questions de fin de mois, de rendement de leur exploitation agricole, etc. Donc c'est véritablement des sentiments profonds qui dictent ce mouvement. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir aussi, et je pense que Léo allait dans cette direction quand il vous parlait du fait que les idées mettent à peu près 100 ans à voyager de la gauche vers la droite, ce qui se passe, en fait... Ah oui, vous dites un siècle. Voilà, ça, parce qu'en fait, ça fonctionne par vagues. C'est-à-dire qu'on a des gros blocs de nouvelles idées qui arrivent, qui en général sont l'expression de ce qu'on appelle une classe d'exclus nouvelle qui est apparue, c'est-à-dire une classe de population, que ce soit socio-économique comme la population ouvrière au 19e siècle ou immigrée, donc démographique comme aujourd'hui, qui est une population qui n'était tout simplement pas là quand l'ordre établi s'est mis en place. Donc elle n'a pas participé au compromis, donc elle n'estime n'y avoir pas part. C'est pour ça qu'elle veut sa part. Donc elle veut sa part. Et en général, tout simplement, c'est cette classe d'exclus, qui est en fait un phénomène vraiment sociologique de fond, quoi. C'est pas réfléchi à la base, se donne une doctrine qui va justifier les exigences qu'elle peut avoir, et donc c'était le marxisme pour la classe ouvrière, et aujourd'hui c'est en grande partie l'indigénisme et ce genre de doctrine. Et l'islamo-gauchisme, et l'islam, voilà, d'un côté. Cette convergence-là, voilà. Alors Léo Portal, justement, je voudrais qu'on donne des exemples concrets. C'est très important, je pense que ça qui illustre. Par exemple, aujourd'hui, en Europe en général ou en France en particulier, et on voit très très bien pour ces prochaines élections présidentielles, on voit bien que toutes les cartes sont rebattues, en tout cas apparemment rebattues, et on ne sait pas à quel sein se vouer, en tout cas beaucoup de gens, d'où d'ailleurs l'abstentionnisme, comme vous le savez, c'est pas pour amener des questions électoralistes, d'où l'abstentionnisme de plus en plus massif des dernières élections. Comment y retrouver ces petits ? Comment y retrouver ces petits, c'est-à-dire ? C'est-à-dire comment, effectivement, bien comprendre comment les idées... Parce que, regardez, on parle gauche et droite du matin au soir, mais personne ne sait plus ce que veut dire, je répète ce que je vous ai posé une question, la gauche et la droite. Alors vous me dites, effectivement, ça a bougé, ça a changé. Mais par exemple, aujourd'hui... Prenons des exemples précis. Est-ce que quelque chose comme, je ne sais pas moi, Anne Hidalgo et le Parti Socialiste, c'est la gauche ? Quelle gauche par rapport à Sandrine Rousseau ? La droite, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est d'un côté Laurent Wauquiez ? Je dis ça par rapport aux tendances, hein, c'est pas pour parler des personnalités. Ou c'est Christian Jacob ? Est-ce que c'est Macron qui a essayé de faire une espèce de jonction ? On retrouve les centristes de droite comme de gauche. Tout ça, et puis alors d'un autre côté Jean-Luc Mélenchon, et plus loin évidemment Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Je veux dire par là qu'au fond, les gens ne savent plus quoi appliquer sur des comportements de personnes, et après tout ils représentent ces courants politiques, et on ne sait plus qui est quoi, franchement. Je pense que la plupart des noms de gens médiatiquement de gauche que vous avez cités sont effectivement des gens de gauche, que ce soit Poutou, Mélenchon, Anne Hidalgo, Rousseau, etc. Je trouve qu'ils sont assez bien aujourd'hui sur un spectre de gauche, mais ils sont sur un spectre. Il y en a des plus ou moins révolutionnaires. Quant à Macron, puisque vous avez parlé de Macron, peut-être que Philippe peut en parler, mais je pense que c'est un cas d'école d'élitisme. C'est un cas d'école d'arrivée de l'élitisme, qui donc normalement est peut-être précurseur à un moment populiste.
D'accord, ah oui. C'est-à-dire que en fait, lui, c'est l'incarnation de l'élitisme qui, par réaction, peut provoquer un mouvement populiste. Et on le voit déjà d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, si vous voulez, comme l'a rappelé Léo, traditionnellement, et vous en parliez avec le programme commun aussi, dans chaque camp, si on divise simplement en gauche et droite, les plus extrêmes ou les plus radicaux de chaque côté trouvent toujours des gens qui sont plus modérés et donc qui ont plus de chances d'arriver au pouvoir pour défendre aussi leurs idées ou au moins les intégrer dans leur programme. C'est comme ça que, disons que le RPR de la grande époque était plus radical, et on le voit aujourd'hui puisque c'est Zemmour qui s'empare de ses idées, que le programme de 90, voilà, que ne le sont devenus les Républicains aujourd'hui. Et le clivage, je vous disais, donc ça fait à peu près des vagues de 100 ans, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'une fois que toutes les idées, toutes les volontés d'une gauche, la gauche ouvrière, pour celle de la dernière que nous avons connue, ont été intégrées dans l'ordre établi, ce qui est le cas depuis, on va dire, entre la libération et le programme commun de la gauche, c'est-à-dire que la population ouvrière a été pleinement intégrée dans le système de l'État-providence. Donc, une fois que ça s'est fait, on a un temps qu'on appelle d'épuisement du clivage, c'est-à-dire le moment où finalement il n'y a plus aucune idée qui va séparer les gens au milieu, puisqu'à force d'avoir travaillé sur ce compromis pendant un siècle, à peu près tout le monde est d'accord au milieu. Et c'est ce qu'on observe depuis les années 80, avec cette impression que l'alternance ne change rien et que tout le monde pense la même chose. D'accord. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce moment d'épuisement du clivage dont vous parliez, est-ce qu'on est toujours droite et gauche, c'est ça le questionnement, se crée un nouveau clivage, qui est ce qu'on appelle un anti-clivage, entre les gens qui sont les conformistes au sens large, c'est-à-dire les modérés, et les anticonformistes qui sont les exclus. Et les conformistes aujourd'hui, c'est typiquement les gens qui se sont rassemblés autour d'Emmanuel Macron, et inversement, les anticonformistes, c'est les gilets jaunes, tout simplement, qu'on a qualifié par mépris de rouge-brun, qui est justement cette idée qu'on y retrouvait à la fois des gens qui étaient des radicaux de gauche pas rouge-brun et des radicaux de droite. C'est plus compliqué. Voilà. On va se retrouver juste après ceci et on continue la discussion. Passionnant. Et on attend vos avis au 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que le clivage aujourd'hui se situe plutôt entre ceux qui défendent l'égalité face à ceux qui défendent la liberté, les souverainistes, les progressistes, les élitistes et les populistes? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous aurez la parole dans un instant. Et dans tous nos états, d'ailleurs, vous savez, tous les concepts aujourd'hui se bousculent et sont dans tous leurs états. Mais il faut prendre le recul historique, justement. Léo Portal, votre livre avec Philippe Fabry, le livre s'appelle Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. On a parlé du clivage gauche-droite, je voudrais qu'on parle du populisme et de ce formidable, en tout cas, que selon ce qu'on en pense, mais quand même ce très spectaculaire retour du populisme depuis quelque temps, pas seulement en France, dans beaucoup de pays d'Europe. Et justement, il y a eu le cas Trump, et on vient de parler, j'aimerais avoir d'ailleurs ce matin, on vient de parler de Bernard Tapie. Et que représente un Trump aux États-Unis et un Tapie qu'il a présenté dans ce moment-là? Nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est que les populistes ont deux moyens d'arriver au pouvoir, comme je disais tout à l'heure. Il y a d'une part l'alliance des anticonformistes, c'est un peu ce qu'on a pu voir en Italie autour du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo et de Salvini. Et ensuite, il y a... Et c'est ce qu'on a vu avec Trump ensuite, c'est-à-dire c'est un dépassement quelque part du clivage, et c'est une alliance à droite, donc sur un côté. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec Trump. Peut-être que Philippe pourrait parler, parce que du coup, le populisme, ça s'est aussi vu, du coup, c'est des cycles historiquement, et je crois que Philippe a plus travaillé sur Athènes et Rome, et peut-être aussi sur Bernard Tapie, parce que moi, j'ai pas bien suivi Bernard Tapie, j'étais un peu jeune à l'époque. Sûrement. Non, mais c'est pas une question. Justement, vous dites, parce que vous dites à droite, est-ce que cette Amérique périphérique, cette Amérique des petits blancs, évidemment, les notions ne sont pas les mêmes qu'en Europe, mais justement, cette comparaison, le moment Trump ou le moment Tapie? Alors en fait, ce qui caractérise le populiste, c'est que c'est celui qui va redonner la voix au peuple justement, et aux gens qui ne sont plus représentés par ceux qui devraient être les élites de leur camp. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plus d'idées, ce que j'en parlais à l'instant, pour véritablement séparer les modérés ont tendance à se mettre entre eux, et c'est ce qu'on appelle l'élitisme, qui soit de droite ou de gauche. Et c'est ce qu'on appelle l'élitisme, qu'on pourrait aussi appeler une sorte de populisme des élites, puisqu'en fait c'est souvent les mêmes ressorts psychologiques, c'est-à-dire
ça amène à un refus de la démocratie, souvent un refus du débat. Je pense que vous aurez constaté que de plus en plus, quand quelqu'un porte simplement une idée un peu clivante aujourd'hui et essaie de la défendre, de réintroduire du débat, on lui dit qu'il est facteur de division, qu'il divise. Ce qui est quelque chose qui n'est plus admis maintenant. C'est l'entre-soi. Voilà, on estime que la démocratie doit être consensuelle. C'est un consensus, alors que la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, à la base, c'est le débat. Et donc l'élitisme, c'est cette tendance à estimer qu'on doit arranger les choses entre soi et que si on a une solution à chercher dans quelque chose, on devra aller la demander à un expert. Donc on fait des comités d'experts. Quand on a une crise sanitaire, on fait un comité scientifique. Quand on a un problème avec le complotisme, on crée une commission pour lutter contre le complotisme. C'est cette méthode-là. Et cette méthode-là qui ne parle pas du tout aux gens du peuple en général, surtout, et qui ne font pas partie de la bourgeoisie éduquée, qui n'a pas le même rapport avec tout ça, qui veut sa voie démocratique, qui estime qu'il faut débattre et qu'il faut prendre les décisions par le vote. Et donc les populistes, ils apparaissent à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les élites de droite ne représentent plus la totalité de la droite, les élites de gauche ne représentent plus la totalité de la droite, ils se rassemblent entre eux, et bien à ce moment-là, le peuple se trouve de nouvelles élites, des élites populistes, qui vont parfois effectivement chercher dans ce qui est malgré tout les élites économiques et financières. C'était le cas de Bernard Tapie, c'était le cas et c'est toujours Trump, le cas de Donald Trump, et qui vont les chercher. Puisque malgré tout, il faut quand même avoir une certaine stature, une certaine parole et être capable de s'exprimer dans les milieux de pouvoir. Une certaine structure. Voilà. Puisqu'on a vu d'ailleurs souvent, quand le mouvement reste purement populaire, c'est difficile de faire émerger des têtes. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc le populiste, souvent, c'est une personne qui a un certain sens politique et qui va venir se mettre à la tête de ce genre de phénomène. Mais ça existe depuis toujours. Ça existe depuis Jules César, qui lui-même était un aristocrate et qui s'est mis à la tête du parti populaire à Rome. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'était une forme de la séduction qu'avait Bernard Tapie, et on se rend compte que ces personnalités, même si en général elles sont plutôt d'une tendance, Bernard Tapie était plutôt un populiste de gauche, alors que Donald Trump est plutôt un populiste de droite, mais malgré tout il y a une partie de leur discours qui est capable de parler à la fois au peuple de gauche et au peuple de droite de leur époque, parce que justement ils expriment dans leur façon d'être une rupture avec les élites et avec le plan-plan, un petit peu le ronronnement élitiste, qui séduit énormément des gens qui ne se sentent plus représentés par ces élites justement et qui aiment se franc-parler, parfois qui peut aller jusqu'à l'insulte, au langage fleuri, mais parce que c'est un moyen de redynamiser le clivage justement. Et Léo Portal, est-ce qu'on est en ce moment est-ce qu'on est dans un moment populiste, à votre avis? Ça ne saurait tarder. Si on peut dire qu'on ne l'est pas encore, en tout cas, ça ne saurait tarder. Puisque par contre, on est vraiment dans un moment de crispation des élites. C'est clair. Alors, vraiment, il arrive en réaction. Oui, absolument. On va en continuer à parler avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio. Je vous dis, c'est un tableau passionnant, c'est un tableau qui change beaucoup. Et il faut bien regarder toutes les palettes du paysage. C'est ce qu'on essaye de faire. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à ce sujet, puis évidemment à la disparition de Bernard Tapie ou au vote par correspondance qui devrait arriver. Et tout de suite, la France entière compose le 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, prenez la parole. Et nous sommes avec Paul-Henri qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Paul-Henri. Oui, bonjour. Bonjour Paul-Henri. Bonjour André, et bonjour. Merci André pour votre amitié pour Bernard Tapie. Je dois dire que j'ai été aussi un ami, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai côtoyé au sens des émissions qu'il a fait, de ses campagnes, etc. Donc pour moi, Tapie, c'est un ami des années 80, vous voyez. Une chance pour la France, mais surtout un ami. Un ami avec qui on pouvait parler de foot et de politique. Ouais. Un formidable révélateur d'énergie, de talent, un coach André, un guide, et surtout un remarquable entraîneur, un maître des envies, hors du commun. Vous savez, un président qu'on aimerait avoir, parlant au peuple, un élu, un rassembleur, un opposant franc et loyal, et ce franc-parler de Bernard. Bref, André, on a perdu un grand homme, un mousquetaire, un combattant des injustices, et Dieu sait qu'il a eu son lot d'injustices, Bernard, et surtout un combattant des élites, lui qui n'avait pas fait d'études. En bref,
En bref, André... En tout cas, vous l'aimez beaucoup, Paul-Henri. Il m'a inspiré dans ma vie professionnelle. C'est lui qui m'a fait rêver, c'est lui qui m'a donné de l'énergie, c'est lui qui m'a permis de réaliser ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc je suis très ému et en fait il faisait partie de ma famille, André. Bah écoutez, merci Paul-Henri, c'est bien en tout cas de témoigner, et vous le témoignez en termes intimes et au bon sens du terme, et ça c'est important. Et vous êtes nombreux. Merci André. Augustin. Merci Paul-Henri, vous êtes nombreux à nous appeler, mais continuez au 0826 300 300, et nous sommes avec Jean-Maurice qui nous appelle du Gard de Père-Malte. Bonjour Jean-Maurice. Oui, bonjour Jean-Maurice. Oui, bonjour André. Donc moi ça fait depuis le début de la crise du Covid que je vous écoute et que j'aime vos émissions. Merci. Et là, moi j'ai juste une question à poser sur le populisme, puisque j'ai fait partie d'un comité d'éthique et où on disait que le populisme c'est une réponse simple à des problématiques compliquées. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos gouvernants ont des réponses très simples à des problématiques compliquées. Du style, le vaccin nous guérit du Covid et il n'y a que cette solution. Pardon. Ou alors, quand on nous a imposé le 80 km/h, ça a sauvé 400 vies par mois et on était heureux. Oui. Donc moi j'aimerais savoir, effectivement, le populisme, est-ce qu'il est dans les extrêmes ou est-ce qu'il est partout ? Oui, très bonne question, et je voudrais que Léo Portal et Philippe Fabry répondent. Vous voyez, c'est très bien de classer, mais c'est vrai que le gouvernement aujourd'hui, et pas seulement lui, a des réponses populistes, a des réponses... Jean-Maurice a très bien défini la question. C'est qu'il y a le simplisme aujourd'hui, il est aussi dans les élites, hein. Et comment ? Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que justement, cette idée que le populisme c'est simpliste et que c'est pas correct, c'est justement, paradoxalement, c'est les élites qui ont essayé de l'imposer pour expliquer que elles étaient le camp de la complexité, de la réflexion et de la raison. Hein, c'est ce qu'ils imposent en permanence. Mais en réalité, et c'est ce que je disais l'autre jour à propos de cette histoire de comité anti-complotisme, on s'aperçoit que ces élites ont, par exemple, de la science, une vision qui est tout aussi puéril et simpliste de la science que le peuple qu'ils méprisent, puisqu'ils estiment qu'il suffit au fond de faire une commission, de mettre 20 savants autour et qu'on aura des réponses. Donc c'est véritablement, c'est pour ça qu'il y a véritablement un effet miroir entre l'élitisme et le populisme. C'est le même phénomène, si vous voulez, d'exclusion de l'autre moitié de la population, de l'autre segment de la population, d'un côté parmi les modérés installés, effectivement ce qu'on appelle la bourgeoisie, mais qui est quelque chose d'un petit peu plus large, et de l'autre côté le peuple qui est plus, je dirais pas marginalisé, mais qui est marginalisé par les élites, qui est périphérique. Hein, le titre de Guilly est extrêmement très parlant. Voilà, parlant. Léo Portal, justement, le fait que, par exemple, c'est intéressant, là, c'était pas populisme de faire un référendum, puisque l'article 3 de la Constitution, en tout cas pour parler de la France, dit la délégation s'opère par la représentation, la démocratie par la représentation, effectivement, nationale, parlementaire, et par le référendum. Or, on sait très bien ce qui est arrivé au dernier référendum qu'on a connu, c'est de 2005, et ce qu'il y a eu après. Est-ce qu'on n'est pas effectivement dans un jeu de miroir, comme disait Philippe Fabry? On est à front renversé, en fait, chez les mêmes qui essayent simplement de gagner des voix par tous les moyens possibles. Oui, de toute façon, le but, c'est de garder le pouvoir. Pour rajouter un exemple concret à ce que vient de dire Philippe, je voudrais justement souligner que par rapport à l'analyse qu'on fait du populisme, il y a eu, avant ça, un gros travail de recherche dans la littérature anglo-saxonne et française. Et ce qui est intéressant, c'est que cette analyse du phénomène populiste comme miroir, comme réponse à l'installation d'un système élitiste au niveau du centre, il se retrouve aussi dans la recherche. Puisque par exemple, moi je peux vous dire que j'ai analysé des milliers de pages de livres sur le populisme, qui est le sujet dont on parle dans la recherche en sciences politiques aujourd'hui. Et il y a des secteurs de recherche du populisme, certains parlent de stratégie électorale, certains parlent de ce genre de sujet-là, mais personne ne justifie le populisme comme une réaction à quelque chose qui est déjà là. Et ça, c'est quelque chose que notre livre amène et qui, je pense, était nécessaire. Oui, je comprends.
En tout cas, vous avez vu, Jean-Maurice, que votre question a bien fait réagir. Elle était très intéressante. Et nous sommes tout de suite avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, moi je crois que la définition de la gauche, c'est avant tout le prélèvement de l'impôt pour une redistribution. Et Macron fait une politique de gauche puisqu'en effet, en ce moment, il redistribue l'argent à ceux qui sont en difficulté comme les entreprises. Maintenant, il y a aussi quand même l'état d'urgence et là on rentre dans une forme d'ultra-gauche, c'est-à-dire on décide de la liberté ou pas de l'individu. Et c'est là au fond où ça peut être dangereux puisqu'on voit que, bien sûr, si on regarde la Chine, nous sommes dans une forme d'ultra-gauche. Et je crois que si on veut revenir un petit peu en arrière, il faudrait limiter cette gauche qui est, semble-t-il, distributive. Mais bon, derrière, on voit que la distribution se fait mal. La preuve, c'est que depuis 30 ans, les pauvres sont toujours aussi pauvres et les riches aussi riches. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème entre cette façon de redistribuer. Et je pense qu'avant tout, l'État essaye de récupérer de l'argent, c'est-à-dire qu'il prélève sans se préoccuper réellement de cette redistribution. Sinon, je pense que déjà, il diminuerait les prélèvements et ensuite, il redistribuerait un peu mieux l'argent auprès des contribuables qui en ont vraiment besoin. Oui, mais Pierre, vous avez vu le paradoxe quand même. Aujourd'hui, c'est le Père Noël. Vous avez vu la Blanche habillée qui fonctionne avec une espèce de savonnade absolument formidable. Des dizaines et des centaines de milliards qui sont distribués partout. Il y a les gagnants-gagnants, hein, ça marche à tous les niveaux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je serais justement, cette planche à billets, elle aurait dû servir à piquer, je le dis tel quel, 50% des actionnaires français, c'est-à-dire lorsque vous avez une entreprise, on prend les 50% et on les donne aux 50% d'employés, les 50% aux employés. C'est-à-dire comment on se retrouverait avec au moins un équilibre entre les actionnaires financiers, des actionnaires qui travaillent. Et au moins, ça éviterait justement la fuite de ces entreprises à l'étranger et ça permettrait justement une redistribution plus équitable et à mon sens aussi, ça permettrait peut-être de cotiser de façon plus correcte au niveau de tout ce qui est retraite et maladie. Oui, ça c'est le grand... On en parle, on va en parler cette semaine d'ailleurs avec un certain nombre d'économistes de cela. Mais je voudrais, Philippe Fabry et Léo Portal, la question que pose... Est-ce qu'aujourd'hui, instauration de l'état d'urgence, enfin sanitaire, hein, bien sûr, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des mesures que l'on peut qualifier de quoi? De gauche, de droite, d'élitistes, de populistes, tous ces éléments où on est en train, vous en avez parlé au niveau des commissions, mais allons un peu plus loin. Est-ce qu'on va, pour poser la question schématiquement et brutalement, est-ce qu'on va... toute proportion gardée, bien sûr, et toute comparaison avec un régime à la chinoise. Encore une fois, toute proportion gardée. Alors, on peut se poser la question. Ce qu'on voit, selon moi, ce sont... Alors, j'ai parlé de ce qui était le régime actuel, hein, c'est-à-dire cette concentration élitaire autour d'Emmanuel Macron. Donc, c'est essentiellement un mouvement qui tente de maintenir les choses telles qu'elles sont. C'est le parti du statu quo, Emmanuel Macron. Le parti du... On ne veut pas que ça bouge, que ça s'effondre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, on s'éloignerait un peu du livre, mais la France est dans une situation très particulière en Europe, qu'on ne souligne jamais, qui est que la France est le seul pays dont les institutions constitutionnelles ne répondent pas aux standards démocratiques occidentaux. Ouais, on est le seul pays d'Europe, de l'Union européenne. Si vous regardez tous nos voisins, ils ont les mêmes institutions. Ils ont un chef de l'État qui ne gouverne pas, ils ont un chef de gouvernement qui est l'émanation du Parlement, enfin, tous les standards occidentaux traditionnels. Nous avons une constitution qui donne un pouvoir au président de la République qui s'approche de ce qui est celui de Vladimir Poutine en Russie, du général Sissi en Égypte, ou de ce qui était, si vous voulez faire une comparaison, le Kaiser allemand en 1900. Donc nous avions un régime... Nous sommes les seuls en Europe. Nous sommes les seuls en Europe parce que c'est ce qui est sorti en fait de 1958, de l'arrivée du général de Gaulle. Je ne sais pas si c'était sa volonté, je ne pense pas, mais il a légué des institutions qui vont dans ce sens parce que la constitution de la 5e est mal équilibrée. Et c'est ce qui fait, je pense, que c'est uniquement en France qu'on voit tout ça. Alors, bien sûr, il y a eu aussi des petits pas sanitaires qui ont été faits ailleurs, chez des voisins, en partie en Suisse, etc. Mais pas à ce niveau. Mais cette concentration d'autoritarisme et d'imitation, effectivement, à la chinoise, pour moi, ça vient d'un vrai problème institutionnel. Et les types d'opposition, comme les Gilets jaunes aussi d'ailleurs. Si vous réfléchissez, avec les Gilets jaunes, on a une opposition de régime autoritaire, c'est-à-dire des gens qui descendent dans la rue et qui s'énervent. Il n'y a pas eu de Gilets jaunes ailleurs en Europe. Pourquoi ? À mon avis, la raison, elle vient de là, de ce déficit de démocratie, en fait, qui consiste à
voter pour ce qui est de fait dans une sorte de dictateur tous les 5 ans. Alors je dis pas on est en dictature, parce que dictature ça veut dire quelque chose, mais je pense qu'on est structurellement en France un régime autoritaire du fait de la Constitution. Juste un mot, Léo Portal, vous avez quelque chose à ajouter dans ce sens-là? C'est très intéressant de rappeler effectivement cette spécificité française. Dans ce sens, je peux dire que je suis entièrement d'accord avec Philippe Fabry. Il a plus travaillé sur ces thèmes-là que moi. Pour compléter, par contre, ce que disait, je crois, Monsieur Pierre, qui disait, vous savez, la gauche, c'est la redistribution, etc. Nous, justement, je pense que ce que notre livre montre, c'est que la redistribution, c'est la gauche d'il y a 100 ans. Ça a évolué depuis. Maintenant, la redistribution, tout le monde, personne en France, on se bat éventuellement sur des taux à quelques points de pourcentage. Exact. Mais il n'y a plus vraiment de parti qui est anti-distribution en France. Donc voilà. Voilà ce que je voulais poser. C'est clair. On se retrouve, Augustin, juste après ça. Absolument. Il vous reste un quart d'heure pour nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions à Philippe Fabry et Léo Portal. À tout de suite. Et tout de suite, nous prenons vos appels au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Prenez la parole. Et nous allons à Marseille, la ville de Bernard Tapie, avec Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Augustin. Bonjour. Avant de vous saluer, vous tous, je voudrais dire quelque chose, puisque donc de Marseille, Tapie, l'éthique est partie et l'OM est devenu un club tout à fait ordinaire. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu hier. Non, mais c'est pas parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu l'épopée et ça sera très difficile à réincarner ceci. Là, on va être dans quelque chose et on est d'ailleurs dans quelque chose de commun, d'ordinaire. Vous savez, c'est toujours effectivement les personnes qui dirigent, qui donnent la tonalité de l'épopée, comme vous dites, enfin la tonalité de la chose. C'est clair. Sûr. Alors, je voulais dire à propos de messieurs Léo Portal et Philippe Fabry que j'ai écouté attentivement. Premièrement, Léo Portal me fait penser à la Porte du Lion. Vous savez, en Provence et surtout à Aix-en-Provence, les fontaines sont souvent terminées par une tête de lion qui expulse de l'eau. Et sur les portes donc des demeures, il y a toujours cette tête de lion avec l'anneau. Et quant à Monsieur Fabry, mais je vais arriver à ce que j'ai la chance de dire. Monsieur Fabry, c'est le fer à cheval. Bon, pour ce qui en est là vous voilà étiqueté pour l'hiver. Oui, allez-y, Christophe. C'est la chance d'ailleurs, le fer à cheval. C'est très bien, absolument, c'est beau. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est de l'islamo-gauchisme, en 1920, Grégory Zinoviev et quelques d'autres, mandatés par les soviets, font le congrès de Bakou, puisque les soviets sont totalement éliminés de la place internationale, donc ils vont trouver des alliances en Asie centrale, avec qui? Avec l'islam. Donc l'islamo-gauchisme. Et c'est la ligne de Garodi. Et pour autre chose aussi, le wok, pour ma part, c'est la révolution culturelle de Mao qui prend le bain sur la scène. La révolution culturelle, effectivement, où on coiffait les professeurs du sceau de l'infamie, du bonnet de l'infamie, effectivement, on se rappelle de ça. Vous dites que c'est là la base, effectivement, que ce soit cancel culture ou islamo-gauchisme, pour des raisons évidemment très différentes, vous dites ça. Alors, Philippe Fabry ou Léo Portal, parce qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas le temps de parler de tout, mais d'islamo-gauchisme par rapport à Ewok, est-ce que c'est des manifestations d'extrême populisme ou c'est encore autre chose? Alors en fait, l'islamo-gauchisme, c'est plutôt, si vous voulez, l'effet de la recomposition du clivage, c'est l'apparition du futur clivage, puisqu'on est actuellement dans cette opposition conformiste-anticonformiste, parce que le vieux clivage, on va dire, droite libérale, gauche socialiste ou communiste, s'est épuisé. C'est fini, ça. Et donc on a la nouvelle classe d'exclus, qui est les classes immigrés, oui, ça. Voilà, et essentiellement qui viennent du monde arabo-musulman en Europe. Et on a une convergence avec effectivement cet autre mode de fonctionnement qui est ce qu'on appelle le gauchisme. Alors, ce n'est
je sais que c'est un terme péjoratif et qui paraît insultant, gauchisme, mais on l'a conservé parce que il nous semble éclairant. Parce que vous parliez de maladie infantile du communisme. Voilà, puisque c'est Lénine qui en parlait, et surtout c'est Lénine qui au fond le définissait en filigrane, en expliquant que c'était finalement la quête du changement pour le changement, sans objectif concret, et donc l'idée que ça n'aiderait personne. C'est-à-dire que le fait de vouloir à tout prix faire la révolution et juste tout casser, ça n'aiderait pas les ouvriers. Lui, il disait non, le but c'est la dictature du prolétariat et un certain nombre de mesures. Voilà. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi alors justement ? Alors aujourd'hui, le gauchisme, c'est la constatation que tout ce qui a été fait pour les ouvriers a été obtenu, qu'on a obtenu le vote des femmes, il y a eu la libération sexuelle, etc. Mais c'est la poursuite dans ce sens-là, en allant finalement chercher presque jusqu'à les inventer, des exclusions qui sont de plus en plus insignifiantes, on va dire, sur le plan numérique. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par les droits des homosexuels, ensuite on parle des transsexuels, les LGBT, des LGBT, oui. Voilà, pour des choses qui sont de plus en plus minoritaires, jusqu'à commencer à parler de l'antispécisme, de la défense des animaux, etc., l'égalité, et donc qui est une course perpétuelle. Et ce qui marque, et ce qui est déjà Lénine, ce qui marque le gauchisme, c'est comme c'est une course continuelle à la pureté, au plus loin, celui qui s'arrête en chemin et qui commence à dire non, là peut-être qu'on va arrêter à ce moment-là, est un traître. Voilà, c'est un traître, il doit être purgé, ce qui est le sens de la cancel culture. Ouais. Et ce qu'on note, on assiste à ça en permanence, voilà, c'est que dans les pointes révolutionnaires, il y a toujours une sorte de purge permanente, qui est la quête révolutionnaire permanente. Et de l'autre côté, ce qui est véritablement, si on étudie le modèle qu'on montre du clivage, ce qui appelle à être l'avenir de la gauche, une nouvelle gauche, c'est celle qui représente la classe d'exclus, c'est-à-dire effectivement l'aspect plutôt indigénisme, islamisme. Et donc pour l'instant, il y a une convergence, mais à terme, au fond... en plus, quand on sait ce que l'islamisme pense des LGBT et des homosexuels, voilà, c'est pas tout à fait le même combat. Ils sont leurs idiots utiles et vraisemblablement ils seront dévorés par eux, comme les anarchistes ont jadis été dévorés par les communistes. Et comme le parti communiste oudé en Iran a été dévoré par les ayatollahs. Également, voilà. En quelques mois. Léo Portal, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus ? Je peux remercier cet auditeur puisque il parle du congrès de Bakou et on n'en parle pas dans le livre. Donc effectivement, pour la prochaine édition, on pourra remonter un peu plus loin. Parce que Très bien. On commence aux années 40, on pourra commencer aux années 20. Vous voyez que les auditeurs de Sud Radio, quand même, ils apportent des choses. Et c'est ça qui est très bien. Et il y en a encore des auditeurs de Sud Radio puisque nous étions à Marseille avec Christophe et nous allons juste à côté à Aix-en-Provence avec Paul-Henri qui nous appelle. Bonjour Paul-Henri. Oui. Non, Paul-Henri écoutez, oui, pardon, il est déjà passé. José d'Annecy. Oui, José. Bonjour, José. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour. Écoutez, j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu le sénateur Alain Houpert sur le vote par correspondance. C'est sûr que si on donne le projet à M. Macron, c'est sûr que ça va être pourri. Ça va être comme les ordinateurs américains, et ce sera pourri. Mais je signale qu'il y a la technologie de la blockchain. OK ? Et cette technologie, si vous voulez, c'est infalsifiable. Chaque personne reçoit un identifiant qui est enregistré dans la blockchain et il est infalsifiable. Je donne l'exemple de l'Éthiopie qui avait un grave problème de fraude avec ses diplômes de ses écoles. Donc ils se sont inscrits dans la blockchain et aujourd'hui chaque Éthiopien a un diplôme inscrit dans cette cryptochaîne et infalsifiable. Mais comment ça se fait que ça se fait en Éthiopie et que nous ne sommes pas, je ne sais pas, capables ou pas de le faire? Je ne connais pas assez les fonctionnements. On est capable de le faire, mais si vous voulez, la blockchain est tellement bien faite que si vous voulez, elle ne permet pas la fraude, donc ça n'intéresse pas ces messieurs. Monsieur Macron, lui, ce qui l'intéresse, c'est de donner du boulot à ses copains, et donc il va pas s'inscrire dans la blockchain, il n'est pas fou. D'accord. Écoutez, on va suivre, en tout cas, José, on va suivre ça et on verra si ça va avancer, tous ces projets de vote par correspondance et de vote numérique. Et on va, en tout cas, merci de votre intervention. Je voudrais poser une dernière question à vous deux, ou à l'un d'entre vous. Effectivement, puisque vous avez fait un livre sur les mouvements longs, et c'est ça l'intérêt de votre livre, c'est les mouvements longs. Tout ça ne se passe pas en 6 mois ou en quelques, ça se passe sur des siècles, et vous le montrez très bien. En 2 mots, est-ce que est-ce qu'il y a des choses inéluctables, modélisées, ou en fait, jamais un coup de dé n'abolira le hasard, comme disait le poète?
Alors ça, c'est la grande question. On essaie d'en discuter en conclusion, où on a effectivement deux scénarios. La question est de savoir quel est le plus plausible. Dans l'un, si on continue sur le même rythme d'évolution, on aura vraisemblablement la montée de partis islamistes qui existent déjà. Hein. Il y en a une qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans de France, je crois, qui a présenté des candidats au municipal. Donc ça va se mettre en place, ça va d'autant plus se mettre en place que ces populations immigrées commencent à avoir des élites à elles, qui ont été formées en France, qui sont capables de les représenter à les médias, et donc n'ont plus envie d'être à la remorque ou de compter juste sur des partis de gauche classiques, comme jadis le Parti socialiste, qui en avait fait une clientèle. Et auquel cas, donc, ça va monter et on aura vraisemblablement un parti islamiste qui fera du 20% comme faisait le PC de Jacques Duclos dans les années 60 aux alentours 2050. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, qui est peut-être plus probable, on ne peut pas s'avancer à ce stade-là, c'est que comme il y a des mouvements qui sont sur le temps long, par exemple la construction de l'État monarchique, ça a mis à peu près 300 ans, et pour s'en débarrasser, il a fallu à nouveau à peu près 300 ans, parce que les premiers contestataires qui apparaissent, on en parle un petit peu, sont les monarchomaques protestants au XVIe siècle. Mais leurs idées n'ont finalement réussi à se concrétiser qu'à partir de la Révolution française, donc ça a mis 300 ans. Si on est plutôt sur une dynamique de cet ordre-là, alors ça voudrait dire que, et il y a des indices qui le montrent, puisque finalement, depuis 300 ans, on a construit cette République très inclusive. Quel mouvement, ce sera ce qui existe, qui résistera, ou quelque chose d'autre? Voilà, c'est-à-dire que je pense que le grand mouvement de la République exclusive, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme, c'est ce que dit Michel Onfray, il fait une espèce de synthèse en dernier lieu. Si celle-ci, dans son ensemble, cette idée dans son ensemble devient conservatrice, ce qui semble être le cas, parce qu'on voit beaucoup de personnes de gauche favorables à la laïcité, au féminisme, qui deviennent de droite face à la poussée justement du religieux, à ce moment-là, il est tout à fait plausible que, justement, pendant des décennies, voire un siècle ou deux, il y ait un obstacle qui se fasse et qu'on entre dans une phase longue conservatrice, on va dire, autour de cette idée de République. Et ça pourrait avoir, par contre, des conséquences civiles des troubles civils assez graves. Bien sûr. Et ça ne se jouera pas sans affrontement, mais on va voir. Voilà. Les idées que défend un Éric Zemmour vont peut-être dans ce sens-là s'il y a une dynamique de campagne derrière. Eh bien, écoutez, à suivre. Et en tout cas, merci pour votre livre. Il est vraiment coruscant. Et ce livre, c'est Islamo-gauchisme, populisme, nouveau clivage gauche-droite aux éditions VA. Et simplement pour vous informer de ne pas lâcher Sud Radio demain, puisque Gilles Gansman et Valérie Expert recevront Élise Lucet pour le cache investigation sur la récente affaire d'évasion fiscale. Et le sénateur communiste Éric Bocquet sera notre invité pour évoquer la fraude fiscale dans son manifeste pour une finance éthique. À demain.